tiers-livre, c'est les carnets. Quand je peux, une fois par semaine, mais ça vient pas sur commande. Il faut être prêt à ce repli intérieur, et que ce repli intérieur, il est signification. C'est compliqué. Mais toujours sur l'idée de petites séquences qui s'empilent, qui s'enchaînent avec une table des matières. Alors, le premier truc, c'était à Évry, la semaine dernière. J'arrive, on s'installe pour prendre un café dans la cafette des étudiants, en gros. Ils sortent de cours, c'est la récré, sa boîte des étudiants informatiques, c'est baby-foot, puis tous ces machins, et je les vois qui se mettent à danser. Coup de coude, coup de coude, coup de coude. Moi, j'étais pas au courant. Moi, je vis là, je suis bien là. Évidemment, je regarde un peu l'écran où il y a les journaux, mais je suis pas très au courant. Il y avait des consignes. On n'a plus le droit de se faire la bise, on n'a plus le droit de se serrer la main. Serrer la main, c'est bien français, mais pas seulement. Et puis après, tu te mets le doigt dans le nez. Bon, j'ai fini par comprendre. Donc, coup de coude, ça venait là, mais surtout plus la bise. Des fois, moi, je voyais ça de loin. Autrefois, je voyais... Tu laisses les enfants au lycée, enfin les grands à l'époque, et tu les vois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tu disais, mais comment ils font? Et puis après, j'étais devenu prof en école d'art. Et ben là, moi, j'ai jamais fait la bise à une étudiante. Jamais. Des fois maintenant, quand on se voit, c'est différent. Étudiante, c'est pas une question de genre de trucs comme ça. Salut Mélène, accolade. Ouais, c'est une signification de l'amitié, artiste, fraternité, monde du théâtre, etc. Mais dans le monde du théâtre, j'ai jamais aimé ça. Question en école d'art, c'est pareil. Aux collègues. Et tes collègues, des fois, t'aurais envie de leur dire, tu ferais mieux d'être plus sur Facebook. Ou à la cantine, il y aura des discussions peut-être un peu plus intéressantes que... Ah non, la bise, ça veut dire... on n'est pas ennemis. Remarque-moi, des fois, j'étais un peu ennemi avec certains et tu passes comme ça. Et il y en a qu'un qui avait ce courage-là, Geoffroy de la Gannerie. Refuse le contact physique. Et ça me dit, waouh, culotté le mec. Moi, j'ai pas le culot de faire ça, alors que pourtant, ça me correspond beaucoup mieux. Donc, grâce à Geoffroy, maintenant. Bon, la bise en France, c'est fini. Alors, t'arrives dans des régions. Ah, Paris, c'est 2. Ah, Montpellier, c'est 3. Ah, t'es à Tours, c'est 4. Je sais pas, peut-être qu'à Lille, c'est 5, etc. Alors, je veux pas rentrer dans ces trucs d'actualité, tout ça, ça. Et juste ça. La bise est partie. Coup de coude. En fait, moi, il y a un seul truc qui m'a vraiment plu dans cette relation de salut aux gens. C'est au Japon, en Chine, et je sais pas les autres pays asiatiques, je les connais moins. Mais tu mets tes mains comme ça et tu fais... J'ai appris à le faire au Japon. Et j'ai réappris à le faire toujours aussi avec mes étudiants ou étudiantes de Chine. Eh ben, on peut vous le dire, en Chine avec ça, ils n'ont jamais craint ces histoires-là, les coronagrippavirus et tous ces machins-là. Suivant. Ça vous intéresse pas beaucoup, mais ce matin, je suis allé au supermarché, il y a le petit machin où il coupe les cheveux. J'ai dit, il n'y a personne, je peux rentrer. Ouais, vous voulez quoi, monsieur? Bah, vous m'en laissez 1 centimètre. Il y a longtemps que vous êtes venu, monsieur? Non, pas si longtemps, l'an dernier. Mais en fait, c'était début de l'an dernier. Ça faisait 18 mois. 18 mois, tous les 25 balles. C'est vrai que sinon... Et alors, quand je lui disais, vous m'en laissez 1 centimètre, moi, c'est mon vocabulaire de mécanicien. T'en laisses 1 centimètre, c'est comme la jauge à huile. Je dirais 1 centimètre dehors, 1 centimètre dedans, et puis ça m'irait bien. Après tout, c'est une consigne qui est transmissible, j'aurais même pu lui montrer. 1 centimètre. Alors, classique, elle me dit. Ah, le classique Balzac, le classique Proust, le classique... Le mot classique, pour moi, est plus pervers. Je voulais pas une coupe de cheveux pervers. C'était au supermarché, Auchan. Je dis, comme vous voulez, mais 1 centimètre. Il me dit, oui, mais vous avez la nuque qui remonte.
J'ai pas trop compris, moi. Des fois, c'est la colère qui remonte plus que la nuque. Je lui ai répondu, c'est biblique. On a la nuque rigide. Ça aide à tenir dans ce pauvre monde. Là, elle a un peu arrêté de vouloir discuter avec moi. Ça allait aussi bien. Alors, je reviens, alors je me remets là au travail. Et puis, j'ai la sensation de froid. En fait, les cheveux, c'est pas que ça pèse lourd, c'est pas que c'est beau, mais ça tient chaud. Et j'aime bien avoir... J'étais en train de me remettre à l'ordi. Ça fait froid à la tête, ça fait froid à la tête, ça fait froid à la tête. Des fois, je sais pas trop les liaisons. Enfin, en tout cas, ça me faisait du froid et j'aime pas avoir du froid. Alors, j'ai mis mon gros bonnet. En même temps, le bonnet à l'intérieur, c'est pas non plus forcément le grand idéal. Pourtant, c'était bien là, comme ça. Là, ça allait. En fait, des fois aussi, j'aime bien, quand je travaille, je mets un truc à capuche. Et là, tu te mets la capuche. Bon, mais ça fait un peu trop américain, ça fait un peu trop mode de truc. Puis je supporte moins. Surtout depuis que je vais à Ivry aussi, tu vois. Mec cagoulé, ça veut dire, bah toi, t'es le blanc et l'autre à la cagoule, c'est capuche, là, ben, toi, tu fais pas partie de ce monde. Donc là, en ce moment-là, je tiens un peu les capuches à distance, mais ça va être... Alors, ça m'a juste fait ça, parce que ça m'a fait revenir c'était un entretien de Francis Ponge et Jean Rista, mais alors ça remonte à la revue d'Igraphe, il y a 30 années, quoi. Et Ponge, il disait que ça lui faisait rien, quand il était assis à écrire, d'avoir froid aux pieds. C'est-à-dire que cette sensation du froid aux pieds, pour Francis Ponge, ça l'aidait dans la tension où tu chauffes là devant toi ce que t'écris. Moi, j'aime pas plus avoir froid aux pieds que j'aime avoir froid à la tête. Et bon, c'est tout, je veux pas insister là-dessus. De toute façon, ça a tendance à repousser. Et puis, la sensation que c'est un peu plus froid que hier, je m'y habituerai. C'est juste ce truc de Francis Ponge que l'idée d'avoir froid dans un bout du corps peut t'aider dans le rapport à l'écriture. Est-ce qu'on dit froid aux cheveux? On dit pas froid aux cheveux, mais on dit froid aux yeux. Il a pas froid aux yeux. Si t'as pas froid aux yeux, c'est que t'as pas peur de chez peur. Or, ça me passait là-dedans. Froid aux cheveux, froid aux yeux, pied au froid. Enfin, c'est au numéro suivant. Faut qu'on avance. Je voudrais ouvrir la rubrique langage. Je prends toujours une petite colère quand on voit à chaque fois le mot photographie pour immortaliser l'instant, immortaliser les moments, immortaliser. Puis, non, ça le fait pas, quoi. Regardez, j'en ai acheté un qui est tout petit. Non, il fait pas 1 Tera, il fait pas 2 Tera, il fait pas 4 Tera, il fait juste 500 gigas. 500 gigas de chez Gigot. Mais c'est là-dedans que j'ai mis, par exemple, toute la vidéo que je suis en train de faire avec 25 personnes, texte de 11 minutes, Henri Michaud, parce que j'aime bien cet exercice et tout. Et en fait, c'est un peu compliqué, mais quand je le fais juste là-dessus, lui, c'est ce qu'on appelle un SSD. En fait, c'est ultra rapide et ça me gagne bien 1/3 dans écrire, lire. La lecture et l'écriture, c'est toujours été un paramètre de vitesse depuis les premiers biseaux mésopotamiens. Et ben, ça, c'est le dernier biseau mésopotamien. J'ai mis mon petit scotch rouge pour pas le perdre dans mon bazar. Et c'est ça que vous dites. Là, tu as 100 000 photos en 20 ans. Tes 100 000 photos en 20 ans, tu les mets dans un petit machin comme ça. Qu'est-ce que tu as immortalisé? Bah, ça va mourir avec le truc, quoi. Donc, t'immortalises rien. Je pense que plutôt que la question, nous, pour s'immortaliser, ce qu'il faudrait, c'est comment t'arrives à surnager de la propre piscine masse bain, qui serait la masse virtuelle de toutes tes images et traces. Tu passes au-dessus de l'ensemble de tes images, et à ce moment-là, crois-le pas, tu seras un peu moins enfoncé dans la masse de ce qui s'efface. Le livre ne dispose pas de pérennité. En quoi l'image pourrait disposer d'une
pérennité. Toi, c'est pareil. À chaque fois, les étudiants, comme ils ressortent encore, travailler sur la photographie, immortaliser. Il y a toujours... C'est les mots qu'il faudrait enlever de la langue française. Immortaliser, néant. Déjà, avec ces deux-là, en moins, ça irait mieux. Suivant. C'est toujours langage aussi. 2 conneries de langage en moins de 3 jours. Le premier, c'est... Je mets une photo sur mon Facebook, il y avait toute ma table de travail en bazar, et... comme ça, je note à la va-vite, quoi. Oh, j'ai jamais vu un cirque pareil. Et paf, dans la minute, un ami circassien. J'aime pas très ce mot, circassien non plus. Alors que lui, le Bernard, waouh, je l'aime dans tout son travail. Sa tradition du cirque, la façon dont il fait de la musique, son rapport à... Quand il revend ses caravanes, par exemple, et qu'on voit que tout d'un coup arrive sur eBay ou Le Bon Coin et tout ça, à la description de la caravane qu'il quitte, ou bien cette histoire de famille, et puis comment ça essaime aussi en d'autres artistes, d'autres musicaux, et tout ça. Enfin bon, grande estime pour ce gars. Et lui, mes réponses Facebook, bon, tu te trompes, le cirque, c'est l'ordre. Alors, je me suis excusé bien platement. Effectivement, j'ai dit, bah ouais, Bernard, là, franchement, ça m'est sorti, c'était le cliché, quoi. Je n'utiliserai plus jamais ce cliché. Quel cirque. Et puis, avant-hier, c'est la même. En ce moment, je travaille beaucoup avec mon cousin Jean-Claude. Peut-être, bon, il revient souvent, enfin, il revient de temps en temps, il passe là dans mes textes, mes photos, mes vidéos. Évidemment, on a le même âge, un an près, mais ça compte plus tellement. Simplement, lui, vers l'âge de 17-18 ans, il est devenu aveugle. Et là, on est en train de fabriquer un livre. Il dicte, quelqu'un transcrit. Et puis là, justement, on était en train il faut qu'on fixe des dates pour qu'on puisse aller retravailler ligne à ligne. Il y a quand même 200 pages. Bon, vous verrez, ça en parlera. Là, on était au téléphone, donc je cherche ces histoires de calendrier, les trucs que je fais. Je vais, hop, et je lui dis, dès que j'y vois clair, Et là, bon, lui, ça lui fait rien, il est habitué. Il n'a peut-être même pas fait attention à ça. Puis moi, tout d'un coup, dès que j'y vois clair sur quoi? J'y vois clair sur avoir un petit trou dans mon agenda, et c'est pour ça que tu emploies cette expression avec ton cousin qui, depuis pas loin d'un demi-siècle, et en même temps, le livre va être cette machine à voir qu'on fait ensemble. Enfin, suivant. Vous voyez, en même temps, ces carnets, moi, c'est juste ça. Tu déposes ce qui te fait mal. Je sais pas ce qui te fait mal, mais en tout cas, là où ça écorche un peu, quoi. Suivant. C'est encore du langage, mais c'est plus rigolo quand même. Moi, j'avais toujours dit, on va se prendre la berne. Mon grand-père était garagiste, mon père était garagiste. Les bagnoles qui sortent du Maraval, puis les toutes petites routes d'autrefois. Tu t'es pris la berne. Il était monté sur la berne, c'était garé à cheval sur la berne. Donc, pour moi, berne, c'est un mot vocabulaire quotidien. Et là, j'ai fait une expérience l'an dernier sur le lac de Grandlieu avec Arnaud Delacote et ses fabuleuses résidences. Et le texte va paraître chez Copain de Nantes, une maison d'édition, Jean Casseria. C'est eux, Bernard et Brigitte Martin, qui organisent Écrivain en bord de mer à la Baule, qui est un truc génial aussi. Et là, je reçois le jeu d'épreuves, et puis à un moment donné, en jeu d'épreuves, Bernard, qui est pourtant un gars super gentil, les épreuves c'était vraiment... Moi j'aime pas, donc un éditeur il sait bien que l'auteur ça aime pas faire les épreuves, donc ça prend des précautions rhétoriques, puis là il n'y avait pas de précaution, je ne connais pas ce mot-là. Quand même, moi je me dis, mais tu connais pas ce mot-là, même si ton père est pas garagiste quand même, c'est la berne, tu conduis des voitures mon Bernard, et tout. Puis, bon quand même, qu'est-ce qui lui prend au Bernard? Et alors je me dis, tiens, je vais lui copier dans le dictionnaire la définition de berne, et je fais copier-coller sur le PDF, et ça lui apprendra, mon Bernard. Putain, ça fait 2 Bernard tout d'un coup. J'ouvre mon littré, et pas de berne. Bah ouais, t'as
drapeau en berne, t'as maître en berne, tous ces trucs. Puis t'apprends, par exemple, dans Rabelais, il y avait ça, que berne était un tissu, par exemple. Rabelais, lui, donne ça comme explication. Berne, c'est les tissus dont, dans le monde, berne arabique, ou je sais plus comment on dit ça, c'est le tissu dont on fait les burnous. Le burnous, il dit lui, parce qu'il y avait un S qui se prononçait, on suppose. Et Littré dit qu'il n'est pas sûr de l'étymologie, que Berne était une francisation de Burnou, enfin en tout cas, c'est ces espèces de toiles grossières dont on fait des vêtements, et on s'en servait même pour secouer la paille et tous ces machins-là. Bon, mais moi, mes bords de route, je les trouvais pas. Je trouve une vague étymologie sur un drapeau mis en berne, parce que là, on n'était plus dans l'étymologie Burnou de Rabelais, on tombe sur une autre étymologie d'un mot hollandais qui veut dire le bord. Ah, je dis alors pourrait être le bord de la route, mais alors comment ça se fait? Peut-être que dans l'Ouest, nous, avec tous les rapports hollandais, marais, c'est vrai, hein, il y a plein de... mais non, j'ai entendu ce mot berne partout, et quand même, ça m'est venu au moins 2 heures après. En recherchant autre chose, il y avait le mot berme qui reparaît dans les recherches. B-E-R-M-E et non pas B-E-R-N-E. Mais moi, j'ai jamais dit tu te prends la berme, ou sinon tu le prononces quand tu dis tu pars en perme. Tu dis pas je pars en perne. Donc le berme et le berne, c'est pas la même chose que le perme et le perne. Donc bon. Qu'est-ce que c'est ce truc, berme? Et là, je cherche, et c'est bien le mot, c'était bien berme. Alors, évidemment, berme descend d'un mot allemand, qui veut dire aussi, donc, et c'est fascinant, parce que là, c'est utilisé depuis le Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, la berme, c'était tout petite enclave d'herbe piétonne qui était laissée sur le bord des églises et des cathédrales. C'est-à-dire, est-ce que c'était pour les réparations, pour les constructions? En tout cas, même s'il y avait des maisons qui venaient s'accoter se construire, berme, c'était ce petit passage avec de herbeux qui permettait de contourner un bâtiment. Et ouais, ça c'est... Alors, Bernard, je lui ai dit bien... Je lui ai dit, écoute, mon pauvre, ça fait 66 ans, 3/4 que je fais l'erreur. Mais sur un mot comme ça m'a scié. Mais alors, scié. Et le pire, c'est que vous savez quoi? Bon, là, c'est lui, c'est sa maison d'édition, il va mettre berme. Mais j'aime pas le mot berme pour le bord de route. Je me suis pris la berme. Non, je me prendrai toujours la berne. C'est-à-dire, bon, là, je veux bien. C'est sa maison d'édition, on a corrigé, il y aura berme dans mon texte. Mais ça me peine. J'aurais bien préféré garder mon erreur de berne. Je vais enquêter avec mes frangins d'ailleurs sur cette question. Allez, suivant. Ah, c'était encore Évry quand même, mon pote Franck Senot qui monte une photo. On était en train de parler de Gilbert Simondon. Et Simondon, pour moi, c'est une de ces œuvres qui prend de toute façon de plus en plus d'importance à mesure que tu la regardes. Là, regardez ce livre. La résolution des problèmes. Bon, c'est une compilation d'articles, analyse éthologique de l'objet. L'homme est l'infiniment petit. Symbole et forme. La créativité individuelle. Bon, peu importe Simondon, mais cette réflexion sur la question de l'objet ouvert, l'objet fermé, c'est de ça dont parlait Franck. Et tout d'un coup, il montre alors, cette question de... qu'aujourd'hui, cette question de... Là, lui, c'était des montres connectées de je sais pas quelle marque. Moi, j'ai pas de montre, hein, j'aime pas ces machins-là. Mais enfin, donc, tu as ta montre ici, et la montre, elle te fait des vibrations corporelles, et de l'autre côté, tu te mets la main là. Alors, c'est par exemple, Spifarelli qui a ça, c'est des casques audio, au lieu d'avoir le casque là, qui te... comme je fais souvent pour mes vidéos, j'aime bien mettre le truc sur le front parce que Charlie Watts des Rolling Stones, quand il enregistre, il met toujours son casque avec le truc sur le front. Mais personne ne le sait. Pourquoi je fais ça, que ça a un rapport avec Charlie Watts? Même Charlie Watts, c'est pas que je fais comme lui quand j'enregistre mes vidéos et que je mets mon casque comme ça. Eh ben, mon pote Spifarelli, c'est une espèce de truc qui lui touche là, comme ça, juste l'os devant. Donc c'est un tout petit machin, et on entend remarquablement, t'entends largement plus précis qu'avec ces trucs, mais c'est pas immersif, et
Enfin, si, tu as toute la musique, mais tu gardes quand même le bruit extérieur, y compris si toi, tu es en train de travailler sur ce... Donc, ces questions de ces oscillés, cette conduction-là, pourquoi on n'aime pas sa voix à la radio? Parce que nous, la voix, on l'aperçoit par, justement, tout cet appareil vibratoire, et quand elle te revient d'un enregistrement, là, elle te revient par haut-parleur, et tous ces trucs, et là, tu as la voix comme elle est pour les autres, et c'est pas ta voix à toi que tu perçois par... par exemple, on faisait ça dans le folk autrefois, hein, Malicorne et tout. Eh ben, savez-vous quoi? Ces types, ils avaient inventé que ta montre, elle te fait une vibration poignet, et que à ce moment-là, tu mets la main, même la main, pas la main à la montre, hein, l'autre main, tu la fais toucher là, le truc, et eh ben, tu entends, c'est-à-dire tu téléphones uniquement. Bon, évidemment, il reste la montre connectée, et puis il faut bien, je réponds ou je réponds pas. Moi, je réponds pas beaucoup en ce moment, ça sonne, mais j'aime pas. Mais bien, finalement, tu téléphones uniquement comme ça. Puis tu as le micro, la montre est comme ça, mais donc disparition de l'écran du téléphone et disparition de l'appareil avec... Ça me sied, ça, ce truc. Point suivant, on est encore là. Je ne suis pas beaucoup l'actualité locale, mais quand même, tu regardes un peu, ne serait-ce que ça s'appelle NRCO, tu fais ça, NRCO sur ton Google, ça ouvre la Nouvelle République, bouge pas de... Mais bon, des fois, quand tu bouges pas de la piole, tu as envie de savoir les machins. Et là, tout d'un coup, c'était les nouvelles poubelles connectées. Alors j'ai été voir, tu cherches poubelles connectées sur Internet, eh ben tu trouves. Alors tu as des poubelles connectées qui valent 8000 balles, et celles-là, elles ont un compacteur, et tu as une version poubelle connectée sans compacteur à 4000 balles. Et là tu te dis, putain, mais tout ce qu'on a inventé sur Internet, tout ce qu'on a fabriqué avec tout ce rêve numérique, puis avec toutes ces puissances financières, avec tout ce qui se joue là, dans ce changement de socialité par la technique, et puis l'annulation de la technique, ça amène à quoi? À faire de nouvelles poubelles. Là, par exemple, je vous présente ma propre poubelle, mais non, c'est pas une poubelle connectée. C'est juste la poubelle à mettre... les papiers, les pubs, les machins, les théâtres qui t'envoient leur catalogue, les vernissages, tout ça, il y en a qui ont que ça à foutre de leur truc. Enfin bon, moi j'ai pas de poubelle connectée, ça m'intéresse pas franchement, mais la ville de Tours, qui se dote partout de poubelles à 8000 balles qui soient connectées, tu dis... Alors après tu gamberges, qu'est-ce qu'on peut faire de fiction avec des poubelles connectées là? Ça te change encore la perspective. Alors elles sont connectées, pourquoi? Ah ben si elles sont pleines, elles appellent le camion. Viens me vider, viens me vider. Bon, a priori, t'as pas besoin d'aller mettre une liaison connectée pour un machin de viens me vider, viens me vider. T'as qu'à passer une fois la semaine, tout ça. Et puis par exemple aussi, si tu mets les trucs dedans, elle sait quand c'est qu'il faut tasser. T'as mis ça, t'en es là. Ah ben tu tasses un peu. Est-ce qu'il faut être connecté pour ça? Bon, mais après, tu repenses à ton téléphone, certes, la poubelle est vibre, c'est-à-dire tu te branches sur connexion, et puis tout d'un coup, tu entends toutes les voix qui passent. Après, tu as juste un logiciel qui dit « Oh là, passait quelqu'un », et hop, tu traites la voix. Tu n'as même pas besoin de mettre des caméras et tout ça, juste la poubelle comme objet vibrant. Il passe quelque chose, et tu entends, et toute la rue, le bruissement de la ville qui va devenir audible à distance pour qui veut par le réseau des poubelles connectées. Et il y aurait encore bien d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on jette? Je pensais à Bob Dylan qui a eu, c'était à New York, il avait toujours à faire pendant plusieurs années, et pourtant c'est une époque où il avait tous ses enfants, 1, 2, 3, 4, 5, avec Sarah Knowles. Et donc les couches de chez Bob Dylan à New York, bon, ça devait puer le caca de bébé, comme toute famille ordinaire. D'ailleurs, lui, ça le faisait marrer. Eh bien, il y avait un garbage man, c'est-à-dire qu'à chaque fois que... vous savez, c'est souvent... En Allemagne, c'est le pire. Mais les poubelles, tu mets ça dans un sac, il faut que ce soit attaché, etc. Ben, il y avait toujours des zigotos qui venaient fouiller la poubelle de Dylan, qui est écartée. Des fois, qu'il y aurait eu des manuscrits, des bouts de machin, des bouts de gribouillis de chansons, mais c'est pas le genre. De toute façon, c'est une époque où, de toute façon, ça lui était un peu sorti de la tête, tous ces machins-là. Et du coup, ce truc du garbage, je pense que ça, avec les poubelles connectées, à Tours,
Bon, on va travailler là-dessus, c'est-à-dire faire une expérience de faire parler tout ce que les poubelles connectées vont recueillir, accueillir, et on aura l'humanité tourangelle à l'envers. Finalement, ça me plaît bien, les poubelles connectées. Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre 8000 balles là, partout dans les rues pour... Bah, c'est pas mes oignons. Je m'occupe pas beaucoup de ce qu'il y a de l'autre côté. Suivant, on va être presque au bout. J'aime bien parler de mes emails. Alors là, j'ai dit comment je me mets pour les carnets, je me dis le truc. Tu te le fais tout simple. Tu mets ton micro, tu mets le petit zoom, t'as pensé à appuyer dessus. Juste là, j'ai mis 2 appareils, ça me travaille en ce moment, ces questions de relief, d'image, ces trucs d'approche. Bon, je vous embête pas avec ça. Mais donc là, je peux vous le garantir, si vous regardez là, il y a un ordinateur. Sur cet ordinateur, j'ai mes emails et j'aime bien toujours qu'est-ce qu'il y a dans mes emails. Alors, évidemment, il y en a plein toujours où tu te dis, oh ça pourrait, oh ça pourrait. Des fois, vous savez, j'étais un peu indiscret dans ces carnets. Ce que je regrette, non, je regrette jamais, j'aime bien que tout se passe. Puis de toute façon, c'est des carnets privés, là. C'est juste, on met pas un truc vers l'extérieur, c'est juste que je prends ce qui me trouble. Eh ben, par exemple, là, vous savez, il y a tous ces trucs, tout est examiné, même dans, enfin, pas les emails, parce que c'est OVH, donc c'est à part, mais dès que vous faites un truc sur les réseaux, vous cherchez un machin, et paf, t'as toutes les publicités qui se déplacent par là. Ça vaut les objectifs photos, si c'est, justement, t'achètes ton tout petit disque dur, là, pour faire le Michaud, donc les vidéos, en fait, que j'ai pas besoin d'archiver ensuite. Et ben, plaf, ça y est, c'est tous les disques durs, etc. Comme c'est souvent lié aussi au truc d'âge, moi, par exemple, c'est les résidences seniors, c'est même les assurances obsèques. Et les mecs, j'en suis pas encore là, même si peut-être ça va venir vite et tout ça, mais c'est pas la question pour l'instant, ça me travaille pas trop. Mais ce qui me travaillait, je sais pas d'où ça allait, mais alors, je sais pas d'où ça leur est venu, ou peut-être simplement se dire que des types classement de gens qui auraient des sous à investir, ça tombe pas, ça tombe mal, mais j'en ai pas. C'est même plutôt de dire comment tu vas encore négocier le truc, machin. Bon. Et puis c'est pas simple en ce moment, se faire se payer tout ça. Allez. Laissons passer, j'avais un mail qui me disait investir dans un parking. Ça, j'en avais jamais reçu. Peut-être que vous en recevez, parce qu'ils te disent investir dans les pioles pour les étudiants, vous dépensez votre truc, et puis après, c'est du loyer qui te tombe à 350 balles et 400 balles et tout ça, et puis c'est de l'investissement. C'est ça que ça veut dire, investissement. Moi, j'investis dans quoi? J'investis dans Gilbert Simondon. Mais là, investir dans un parking, ça sert quoi? Parking? À caser des vieux bouts de tôle, par exemple, peut-être pour ça, parce qu'à Évry, là, j'ai beaucoup enquêté sur les parkings, parce qu'il y a beaucoup de parkings des années 70, la voiture avait un rôle central. Donc il y a des immenses parkings, mais qui sont vides. Et c'est même pas des lieux qui sont pas sécurisés, ils sont ultra sécurisés, puis les dealers, ils sont sur la rue, ils sont sur la place publique. En gros, finalement, tu coupes par les parkings, parce que cette tolérance au deal et à la violence qui est partout dans ce patelin, mais c'est pas comme, enfin, ça va, c'est Bondy, c'est Bobigny, c'est Sarcelles, c'est un mal quand même un peu général, mais là c'est pareil, j'ai pas... Bon, c'est bien, on vous parle de grippe à virus, ça évite d'aller parler de ces machins-là. Mais, et donc cette question de ces immenses parkings tout vides, comme à Louvain-la-Neuve aussi, où ça sert de silo pour les archives, il y a ça aussi sous la dalle de la Défense, avec toutes les réserves et les trésors qui sont dans des parkings réaffectés sous les 30 cm de dalle qui sont sur 25 cm de vide en 5 niveaux. Bon, j'entre pas dans ces trucs-là, mais donc tout d'un coup, tu reçois des emails, investir dans un parking. Là, moi, ça m'a mis dans des abîmes de méditation. J'ai pas la prétention que ça vous abîme aussi, que ça vous méditationne aussi, mais c'est juste ça. C'est-à-dire que tu prends tes sous et tu les investis dans du ciment vide pour les coques de bagnole qui vont venir là s'installer ou pas. Juste, ça m'a fait un peu bizarre. Non, pour investir dans les parkings, quoi.
mais ce serait encore investir dans les cimetières, tu sais ce qu'on y met, tu sais ce qu'on y met. Mais investir dans les cases vides, investir dans cases vides. Tu vois pas si le mail s'était marqué comme ça. Investissez dans cases de ciment vides, vous y mettrez vos livres, vos meubles, vos morts. Bah non, c'était investissez dans cases de ciment vides, vous y mettrez des bagnoles. Bon, c'était mon email de la semaine. Je vais finir sur un truc, c'est qu'en ce moment, je suis pas le genre calme à la question de l'angoisse. Si on n'avait pas l'inquiétude, tiens, je retombais tout à l'heure sur un livre de Novarina, l'inquiétude. Si on n'avait pas ça qui nous mangeait du dedans, nos inquiétudes, nos peurs et tout ça, on ferait pas, même là, c'est tout petit machin-là, ce qu'on fait pour soi, mais au moins on met quelque chose en mouvement. C'est peut-être ça, juste écrire, c'est une mise en mouvement. C'est dire que je suis rarement calme. Et là, ces derniers temps, puis en même temps, il y a toujours ce truc, tu dis, bon... tu vois les copains qu'on débourse, les copains qui sont invités, oui, tous ces trucs de salons, des salons qui sont bien, où tu as eu plaisir à aller. Je dis salon par commodité, mais je pense à des trucs comme Bron, même La Baule, et tout ça, des trucs où tu viens pour lire, pour faire, pour interagir avec les gens. Donc bon, c'est vrai que toi non, t'es plus dans le livre, donc le livre te le rend bien. Et donc tu dis, mon boulot est dans Internet. Bon, bah, demande plus. C'est pour ça qu'on se fait à Évry, là, au mois de mai, notre petit stage YouTube et littérature. C'est-à-dire, on s'installe là, ne demande plus à ce monde des institutions, les centres régionaux du livre, les centres, etc., etc. Enfin, tous ces machins qui sont dans les routines, souvent sur fond public et tout. Bon, t'es plus là-dedans. La presse littéraire ou la presse tout court, les radios, les France Culture, etc., les Arte, tous ces machins-là. Alors, me demandez pas aussi après d'aller les écouter ou d'en parler, tous ces machins-là, etc. Ils veulent plus de toi. Ouah, bah, t'assumes mes trucs. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. C'était l'idée du calme. C'est-à-dire, je tombe souvent en ce moment sur, justement, des sites d'artistes, des sites de musiciens, beaucoup de musiciens par exemple. Même là, en ce moment, là, ces derniers temps, là, quand je vais à la salle de gym, là, je me mets beaucoup de Prince, c'est ce type de Minneapolis, musicien fantastique. Moi, des fois, je réécoute 5 fois le truc juste pour piger son travail de la basse. Ou comment... Et tu fais ces trucs-là parce que ça doit être fait, et tu peux les faire parce que tu demandes rien à personne. T'es chez toi et tu le fais, et tu l'installes, et t'as suffisamment de matériel un peu professionnel, comme là mes 2 GH5, le plaisir que t'as à tripoter ces trucs, et tu te dis, ben, ça suffit. Et du coup, cette question de calme, je la prenais par là, c'est-à-dire de découvrir que si tu prends le nombre de gens qui travaillent comme ça, c'est-à-dire dire... tu fais ton site web, tu installes, tu as le droit d'installer des textes, tu fais un journal photo, tu fabriques tes petites vidéos, tu installes des vidéos qui sont longues, qui sont brèves, qui sont un peu spéciales, ou bien qui sont simplement un livre que t'aimes, et puis que tu balances le livre. Qu'est-ce que je fais faire en ce moment? Tiens, Aliona Glukova, de l'autre côté de la peau. Je suis dedans en ce moment. Et finalement, le calme, il viendrait de là, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu comprends que intérieurement, tu as fait ta translation, tu demandes plus l'autre côté, tu te places plus par rapport à l'autre côté, tu te places simplement par rapport au fait que ce site, il est bien, et que ce travail-là, dans sa multiplicité de médias, etc., à ce moment, les envies aussi de faire du podcast, des longues lectures et tout ça, c'est pour toi que tu le fais, et finalement, tu deviens calme parce que cet espace commence à exister. Alors c'est là-dessus que je voudrais finir. C'est encore une chose, on revenait à parler, genre là, par contre, je sais plus. J'ai besoin de ces conversations extérieures, je suis reconnaissant. C'était à Chambéry. On finissait nos 2 fois 2 jours de stage avec tout un ensemble de textes vraiment qui prenaient
aux tripes, mais au bon sens du terme. C'était une erreur de ma part en plus. C'est-à-dire, moi je pensais travailler avec Marguerite Duras, on l'a fait, de Modiano, Dora Bruder, on l'a fait. Et c'est cette notion d'enquête. Et la notion d'enquête, c'est-à-dire on chemine, c'est-à-dire qu'on part sans préalable, et c'est le chemin qui produit les contenus. Eh bien, en fait, ça a basculé par les filles qui s'en sont saisies, et c'est devenu tout un travail de fantastique. En fait, l'enquête, elle partait sur l'inconnu, sur justement, là encore, à partir des inquiétudes rapportées de l'enfance. Et ça nous a fait un ensemble. Alors évidemment, la structuration du récit par Duras et tout, bon, ça va, hein, c'était pas le stage qui m'a échappé, mais le contenu fantastique de ça, c'est-à-dire si je m'étais dit je vais travailler sur le fantastique, je serais parti sur des formes, des propositions tout à fait différentes. Et là, c'est-à-dire ces PDF, on en fait quoi? Et je pensais à ces Amerlocs là de toute la bande à Kenneth Goldsmith, en particulier Craig Dworkin, et Nick Thornton, des gens que j'ai rencontrés à Montréal au printemps dernier, et un étudiant qui rend un travail, ben, il l'imprime en livre à la demande, comme moi je fais, mais print on demand, c'est-à-dire que la fabrication du livre devient la production du livre solitaire. Alors, ce qui n'est pas solitaire, c'est le PDF qu'on installe sur le site, c'est le travail en ligne, c'est tout l'écosystème des forums, des échanges et tous ces trucs-là. Mais Craig Dworkin, par exemple, donc, il y a plein de travaux. Quoi tu vas les proposer à l'édition? Non. Est-ce que tu le proposes même, comme là, j'ai ma boutique Print on Demand, et moi j'aime ça, je vais pas arrêter ça. En plus, maintenant, depuis qu'il y a la nouvelle boutique, ça marche, mais je suis content de le faire, et en même temps, ça s'éloigne aussi du truc qui était, comme autrefois, j'imprime un livre pour qu'il soit multiplié, diffusé, et qui change en gros d'échelle. C'est-à-dire qu'avec le print on demand, tu fais ta boutique de livres, mais qui serait en gros ton petit labo personnel qui peut rejoindre. Et donc c'est le site qui devient l'unité, et puis du site, tu as, hop là, comme si tu extrayais. Alors tu extrais quoi? Tu extrais simplement, c'est une prestation de service, c'est-à-dire que ça devient réel dans ta boîte aux lettres. Donc le livre, il est forcément unique parce qu'il s'est détaché du site de façon encore virtuelle pour se matérialiser. Et en gros, j'ai même certains titres, c'est comme ça. C'est-à-dire que la pérennité du livre, c'est le livre que tu fais pour toi tout seul. C'est-à-dire c'est le livre à exemplaire unique, et avec ce truc qui est que te dire, il y a le livre possible parce que il est tout prêt pour se détacher du site. Il a son ergonomie, sa mise en page, et il devient l'objet matériel, mais il devient l'objet matériel que si tu l'appelles à devenir ça. C'est-à-dire qu'à la limite, s'il existe en exemplaire unique pour toi tout seul, il est porteur de l'idée du livre, de l'histoire du livre tout entière. Et que, encore mieux, si dans la possibilité de ton site, il y a le fait qu'il puisse advenir comme livre, eh bien, c'est le site qui, par sa potentialité, devient le lieu même de l'histoire totale du livre, de sa pérennité, de son partage, même si tu le réalises plus sous sa forme matérielle. Voilà, cette petite cogitation d'avant-hier m'est venue de Chambéry, parce que moi j'utilise CreateSpace, qui est une filiale KDP d'Amazon, et avec grande raison, l'enseignante Anaïs, avec qui on discute depuis très longtemps, dit pas question. C'est-à-dire les textes écrits à la fac restent la propriété intellectuelle de la fac, etc. etc. Alors que je disais, mais c'est 3 petits euros, c'est à peine le prix de je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, tu vas au bistrot, tu dépenses plus. Et puis, même à la limite, ça comme possibilité pour les étudiants de lire dans la réalisation à distance ce qu'est leur texte. Bon, voilà, c'est sous ces choses. J'en parle pas par désaccord avec Anaïs Guillet. J'en parle au contraire pour la profonde chance que c'est d'ouvrir ces espaces de travail. Et la compréhension que ça nous ouvre, et
par l'appropriation, que le livre, c'est plus la verticalité du grand auteur, c'est ce qu'on établit dans un partage d'une élaboration supplémentaire, parce que dans le moment même de son écriture, ça nous a emmené dans quelque chose qui n'était pas prévu. Ça suffit pour les carnets d'aujourd'hui, hein. Il y en a au moins une dizaine là. Merci d'avoir été là, puis comme vous avez zappé d'un truc à l'autre, vous pouvez toujours remonter, hein. Moi, j'ai besoin de faire ça pour moi. J'ai besoin de faire ça pour moi. J'ai besoin de faire ça pour moi. Comme on plombe.